Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 102 du Dreamcast Show, déjà le 102e épisode et après le 101e où on a parlé du premier tour. Non, c'était combien? C'était le 100e. Voilà, je me trompe déjà. Azad se marre, mais c'était le 100e. Après avoir parlé du premier tour, on va parler du deuxième tour. Et vu qu'on n'a pas eu le temps de faire des previews, eh ben ça va être un format un peu plus moins cadré, on va dire. Mais on va pouvoir aussi revenir sur les games 1 et donc on va pouvoir parler de ce qui s'est passé tactiquement, des 4 séries qui se sont passées, quels vont être les petits points de bascule qu'on a déjà repérés dès le match 1. Est-ce que les Knicks vont passer? Eh bien, installez-vous bien et on va tenter de répondre à toutes ces questions. Bonjour à toutes et à tous, même à ceux qui sont menés 1-0 dans leur série de playoff, et donc bonjour Azad. Super, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, fatigué, Ouais. fatigué et tu sais, j'ai fait mon premier semi-marathon et je te jure que je ne m'en remets pas physiquement. Je crois que j'ai 80 ans. Vraiment, je ne m'en remets pas. Mais non, ça va. Moi, je suis bien fatigué. Mais comment écoute, on tient au moral. Hein. Les Knicks ont gagné un match. Ouais. Donc tu vois, ça booste un peu, ça redonne un peu d'énergie. Et toi, comment vas-tu depuis ton Massachusetts natal presque? Presque natal. Moi, c'est l'inverse. Moi, le corps va bien, pour le coup. Je cours un semi-marathon par week-end et j'arrive à m'en remettre. Mais moralement, par contre, ouais, franchement, c'était ouf. Hier, le match là contre les Knicks, du coup, au Garden, parce que putain, t'as 20 points d'avance, tu sens que le match il est maîtrisé et tout, et puis petit à petit tout déraille, et tu vois le truc, les situations de merde qui continuent à s'empiler et tout, les décisions vraiment pas terribles en attaque, Brunson qui attaque le switch sur Al Horford, Boston qui trouve pas vraiment de solution et lui qui continue à enfiler des perles là. Oh là, puis prolongation, le tir de Brunson qui loupe à la dernière seconde. Oh Oh là là. putain. Moi, je l'ai sous les yeux. Genre, il est vraiment en dessous de moi. Et je suis là, Eh ouais. genre, oh non. Quand il se fait avoir sur le cut, je roule l'idée, je suis là, genre, oh l'enculé. Eh Et mais en plus, enfin franchement, j'ai pas trop compris parce que du coup, ce qu'avaient bien fait les Celtics, c'est je crois que sur l'action, c'est Derrick White, donc ils pouvaient switcher avec Derrick White, qui est sur le poseur d'écran. Mais bon, écoute. Ouais. On met la charrue avant les bœufs. On est là pour parler du second tour, mais avant, est-ce que tu veux nous parler du premier tour et de tes petits Clippers, ou est-ce que tu veux faire une petite thérapie ou pas forcément? Non, c'est bon, passons à autre chose. Non, mais c'est bon, en vrai, mes Clippers ou mes Nuggets, finalement, c'est un peu la même chose. C'est mes deux petits chouchous à l'ouest. Bon, bah, c'était sûr qu'il y en avait au moins un qui passait, et c'était sûr qu'il y en avait au moins un qui était éliminé. Et bah voilà, ça s'est pas forcément passé comme prévu, mais bon, c'est quand même. En vrai, moi, je suis refait de voir Jokic au moins 4 matchs de plus, enfin Ouais. même plus, tu vois, au moins. Qu'est-ce ils vont aller en finale Denver. Enfin bon, bref, on fait comment? On fait conférence, Est-ce qu'on commence par Knicks Boston comme ça, genre, on dit que. Le main event, le truc que les gens attendent, c'est ça? Ouais, on fait le main event après comme ça. C'est pas très intelligent pour le watch time, mais faisons ça. Et avant, d'ailleurs. je vais te laisser. Vas-y. Dis-moi, oui, en parlant de watch time, vu qu'il y a encore des gens qui nous écoutent, ça fait que 5 minutes que l'épisode a commencé. Bah merci à tous les gens qui ont regardé et commenté et liké, etc. les vidéos YouTube. On en a fait pas mal sur le premier tour et on a été surpris d'à quel point les gens étaient intéressés entre guillemets et à quel point genre ça a bien marché. Donc aussi l'occasion de dire merci avant que les gens et arrête d'écouter finalement. Du coup voilà, je me suis dit que ça allait qu'on le fasse en début de podcast, c'est bon, je m'en suis rappelé. Et t'as très bien fait. On dit jamais assez merci de toute façon.
Mais c'est vrai que c'est assez ouf. C'est cool. Alors, évidemment, il y a des sujets qui intéressent plus que les autres. Je crois que les Knicks, ça intéresse pas grand monde. Oh. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'intéresse. Et, non, oui, c'est vrai. Merci beaucoup parce que, on va bientôt être, il y a 2 épisodes au 100e, on disait, on va être 4000, c'est le turfu et tout. Et ben là, on va être 5000, pépère, hein. On va être 5000. Pépère. Hein? Non, et du coup, deuxième annonce. Vu qu'on parle du Knicks Celtics, moi j'avais fait la preview sur le trèfle avec Vince et Titouan et Outé parfois aussi. Donc un podcast fan des Boston Celtics, et c'était très cool. Il dure un peu plus d'1 heure, donc là je pense, j'espère en tout cas qu'on va pas parler 1 heure de cette série. Et du coup, moi j'ai pas mal parlé de cette série aussi en preview, donc il y a des choses que j'attendais, des choses que j'attendais pas. Mais du coup, New York a repris l'avantage du terrain. Et toi, on t'a pas entendu. Qu'est-ce que t'as pensé déjà avant cette série? Est-ce qu'il y a eu des choses auxquelles tu t'attendais, que tu t'attendais de voir? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, qui t'ont déçu, qui t'ont inquiété? Dis-nous tout. Alors, en gros, pour moi, la clé en attaque de Boston, c'est d'arriver à créer de l'attaque autour du pick and roll de Tatum. Et je pense que s'ils arrivent à faire ça de manière suffisante, ils auront assez de marge pour les minutes sans Tatum et pour un petit peu aussi le reste, entre guillemets. Le problème, c'est qu'on avait fait une saison régulière où on a vu Boston attaquer du coup le pick and roll avec pas mal de drops. Et en gros, le drop de Karl Anthony Towns et des Knicks, ils l'ont super bien attaqué parce qu'ils ont mélangé un petit peu des Spain pick and roll où du coup c'était plus difficile de défendre en drop avec un joueur un petit peu derrière Karl Anthony Towns. On les avait vu faire des Gortat screen où du coup Tatum il pouvait aller d'un côté et de l'autre de l'écran et profiter justement de Cornet ou de Porzingis qui reposait un écran sur Karl Anthony Towns. Ils avaient attaqué aussi un petit peu son manque de mobilité avec des ram screen avant le pick and roll, donc le forcer à d'abord traverser un écran avant de venir défendre le pick and roll. Enfin, il y a eu pas mal de variétés, pas mal d'actions avec 2 écrans, donc des double drag par exemple, ou même parfois des zoom action. Enfin, il y avait quand même pas mal de diversité pour attaquer le drop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que New York a un petit peu pris le pli de faire du switch. Et du coup, tu attaques finalement très différemment de ce que tu avais prévu. Et tu vois, je me demande à quel point l'idée du switch, elle est pas venue de la série contre le Magic. Où en fait, le Magic, s'ils ont réussi à faire semblant d'être compétitifs pendant une série, disons, c'est parce que ils switchaient quand même pas mal sur le pick and roll, et du coup ça a forcé un petit peu Boston en réalité à tomber dans le piège de jouer les 1 contre 1 et à jouer les 1 contre 1 parfois sur du pull-up, parce que comme Orlando, les Knicks, ils arrivent un petit peu à genre boucher les espaces avec la longueur de leurs joueurs, et ils ont un petit peu aussi fait le pli de genre dire un petit peu aux joueurs des Celtics, ok, allez-y, shootez à 3 points en vrai. C'est un peu, ils ont fait un peu, tu vois, moi dans l'article que j'ai écrit sur Celtics Blog, j'ai dit que les Knicks, ils ont fait un pacte avec le diable sur le Game 1 et ils ont vendu leur âme pour gagner un match, quoi. Et donc en gros, ils ont vendu leur âme. Boston a loupé le plus de tirs à 3 points de l'histoire d'un match de playoff, et les Knicks ont gagné de 3 points. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc aussi, c'est l'effet de surprise. Je pense que ça a un peu surpris Boston aussi. Je pense que Boston ne s'attendait pas à avoir des switch, enfin en tout cas du switch all dès le début de match de la part des Knicks. Et en fait, même sur le début de match, ce que je trouve intéressant, c'est comme tu dis, c'est qu'on a un Tatum qui joue les mismatchs, mais qui en fait les joue sur du shot making. Tu vois, il y a un step back, il y a un fade away, et il y a un moment, je crois, il provoque les fautes, il fait un step back et il provoque trois lancers francs sur Karl Anthony Towns, je crois. Alors, mais c'est sur Mitchell Robinson, quoi que c'est peut-être sur 4, et il y a aussi un drive où 4 il fait faute. Il y a Ouais. En fait, le premier pick and roll, Tatum il attaque sur drive, et après il a pas drivé une seule fois. Ouais.
C'est ça, et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, il y a pas mal de séquences, mais encore plus en deuxième mi-temps du côté des Knicks, c'est comment ils ont un peu protégé le switch. Et je trouve que tu vois, Mikal Bridges, il a été vraiment pas mal là-dessus, de vraiment venir faire des stunts super agressifs, quoi. Et se placer dans l'espace, un peu comme ce que font pas tout le monde, mais ce que fait beaucoup Denver face à OKC ou ce qu'ils ont fait face aux Clippers. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait Mikal, il est parfait pour faire ça parce que il est tellement long et il a en même temps une bonne vitesse de pied que tu vois Tatum, il libère à une passe près. Mais Mikal Bridges, il y a même pas forcément besoin d'enclencher des rotations et il peut revenir lui en position directement. Et j'ai trouvé que finalement, du coup, le piège tendu de on te donne le switch mais on dissuade le drive et vous prenez des pull-ups, ça a bien marché. Et je sais pas ce que t'en penses, mais il y a beaucoup de tirs à 3 points ratés de Boston, mais d'habitude il y a beaucoup de catch and shoot, et là il y a eu énormément de pull-up en fait. Ouais, il y a quand même beaucoup de pull-up, mais il y a beaucoup des deux, mais disons que ils sont quand même pas mal tombés dans le piège du d'avoir des potentiels pull-up à 3 points offerts sur des mismatchs, et ils ont pris les trucs. Et le problème c'est que si c'est que Tatum qui prend ses pull-up à 3 points, à la limite, bon, ça fait partie de son jeu. Le problème, c'est plus les autres qui font la même chose, parfois qui posent un peu problème aussi, quoi. Et il y a ce truc-là, et il y a aussi le problème de la profondeur de Boston face à l'hyperforme, entre guillemets, des Knicks, entre guillemets, physiquement, qui sont vraiment, qui ont l'air, en tout cas, pour l'instant, d'avoir plus de jus et plus de profondeur. Boston, ils ont perdu Porzingis au bout du premier quart-temps, qui est apparemment malade. Et Sam Hauser qui s'est fait la cheville, qui a joué 3 minutes. Et du coup, tu te retrouves avec une rotation qui est un peu plus étriquée. Et en fait, le 5 majeur, il a joué les 17 dernières minutes. Et franchement, en prolongation, la défense de transition et tout de Boston, c'était assez inquiétant en termes d'engagement et de capacité à revenir. Donc tu vois, Boston, ils se sont fait quand même pas mal bouger physiquement face à Orlando. Faudrait pas que ça devienne une habitude un petit peu de tomber dans ces travers-là, entre guillemets. Et la question de Porzingis, à savoir s'il va pouvoir jouer ou pas. Et savoir aussi quand il joue, est-ce qu'il va réussir à avoir un impact? Parce que il a son impact structurel de spacing et de protection de cercle. Mais en termes de performance individuelle, je suis pas sûr qu'il ait mis un panier des playoffs. Je vais vérifier quand même, mais est-ce qu'il a mis un panier de... Non, mais j'exagère, mais il en a quand même vraiment t'abuses, toi. Non, oui. Ouais, alors, j'abuse, mais pas énormément. Il en a pas mis, il a pas mis beaucoup de paniers. Ouais, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est en vrai, et ça pour le coup c'est un peu ce que je craignais côté New York, mais alors, bon, beaucoup de choses, mais déjà sur la rotation, t'as plus forcément Hauser, bon je sais pas s'il va revenir, enfin voilà, j'en sais rien, t'as plus peut-être Porzingis parce qu'il est malade, et en vrai, Pritchard, chaque fois qu'il est sur le terrain, il se fait quand même vachement cibler par Bronson. Ou par Kat, mais surtout par Bronson sur le match 1. Mais je pense que, voilà. Et du coup, t'as une rotation qui était vraiment pas mal, je pense, du côté de Boston, qui est vachement réduite face à New York. Et, pour le coup, ça force beaucoup à faire jouer Al Horford. Et je trouve que sur la première mi-temps, le switch all, dès que c'est de l'attaque placée et que New York accélère pas, ça tient vraiment plutôt pas mal, tu vois. Mais je trouve qu'aussi que sur la fin de match, tu sens que peut-être Al Horford jouer 35-40 minutes, Bronson il va le cibler, et je trouve que forcément avec la fatigue sur la fin de match, il y a eu un peu plus de décalage, un peu plus d'écart de créer aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, il les concède quand même assez facilement, ces switches-là, je trouve, et il concède aussi facilement le fait que New York remplisse un côté du terrain et vide Bronson, laisse complètement Bronson isolé. Et justement, un petit peu en fin de match, ils se sont adaptés à ça pour forcer un petit peu Bronson à jouer différemment. Et je pense que ça allait. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un manque de discipline et d'exécution du côté de Boston aussi défensivement. Tu vois, tu trouvais
enfin, on en parlait vite fait en off et tu disais que la défense, elle était pas si mauvaise que ça. Elle est pas mauvaise, mais dans l'exécution, il y a eu quand même pas mal de défauts et de choses qui ont été laissées ouvertes, même au niveau du rebond, tu vois, genre, comment il se fait bouffer Tatum sur le box-out de 4 en fin de match. Il box-out même pas, en réalité, tu vois, donc, il y a un peu ce truc-là aussi de, tout simplement d'organisation et juste de mieux faire le process défensif, quoi. Ouais. Mais pour le coup, le rebond, c'est intéressant parce que Boston a dominé au rebond offensif aussi sur le match 1. Ouais. Parce que du coup, impressionnant là-dessus. Ouais. Mais parce que vu que New York switch, tu te retrouves souvent avec Towns au périmètre aussi, quoi. Donc ça, je pense, c'est un petit truc à surveiller. Et j'ai retrouvé un tweet assez intéressant. Alors bon, pas forcément d'un journaliste connu. En tout cas même pas sur Twitter, mais en fait Boston d'habitude mène la ligue en termes de fréquence à 3 points, évidemment avec 50%, et beaucoup de 3 points qui sont ouverts. Et beaucoup parce que c'est la deuxième équipe qui prend le plus de catch and shoot à 3 points par match. Ouais. Et en fait, sur le match d'hier, sur l'ensemble des 3 points qu'ils ont pris, donc d'habitude ça représente les catch and shoot, ça représente je pense à peu près 80% des tirs à 3 points. Et là, hier, ils prennent 33 pull-up à 3 points. C'est le plus de tirs à 3 points en pull-up qu'ils ont jamais pris cette saison. Et ils en ont mis que 7 sur les pull-up. Donc il y a bien ce côté où, même sur les pull-up, il y a de la variance. Mais finalement, tu as aussi réussi à provoquer des tirs un peu plus compliqués, quoi, de la part de New York. Et ça, c'est assez intéressant. Mais pour le coup, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai pas trouvé le play call de New York si incroyable que ça, à part le fait de beaucoup accélérer sur transition, en fait. Non, c'est attaquer finalement les mismatchs. Une fois qu'il n'y avait plus Porzingis et qu'il y avait aussi Pritchard, ils savaient que ça allait switcher du côté de Boston, donc ils ont essayé de trouver les meilleures situations là-dessus. Et sinon, le play call, il a rien d'exceptionnel entre guillemets, mais c'est vrai que l'attaque de transition et l'importance de Josh Hart aussi, qui récupère quand même pas mal de rebonds offensifs et qui, malgré un petit peu le manque de spacing, son mouvement, il crée aussi un petit peu de la confusion et ça a permis quand même d'apporter des choses. Donc, son utilisation est plutôt bonne sur demi-terrain et sur transition pour Josh Hart et clairement, Boston devra mieux défendre et je me demande même si, tu vois, il ferait pas mieux d'essayer s'ils se font autant battre sur de l'individuel, enfin sur du switch all, avoir une autre approche, quoi. Avoir une autre approche, faire du switch and double, faire peut-être de la zone, mais clairement sur les switch, s'ils veulent faire jouer Pritchard parce que du coup ils vont avoir besoin de spacing, ils vont avoir besoin de shoot et ça manque de profondeur, ils vont être obligés de trouver un autre moyen, quoi. Ouais, mais pour le coup, un truc qui est intéressant aussi, c'est que les Knicks, on savait que du coup la série ce serait pas forcément pour Towns, mais on l'utilise vraiment en spacer, quoi. Thibodeau, il a dit, c'est Josh Hart qui vient vraiment sur tous les écrans parce que si tu peux ramener Al Horford, tu le fais. Si tu peux ramener Kristaps Porzingis sur le début de match, tu le fais. Mais du coup, c'est un peu frustrant aussi parce que t'as Towns qui est, je pense que c'est vraiment pas une série pour lui non plus, quoi. Mais ce que j'ai bien aimé, et je pense qu'il peut être fait aussi un peu plus, c'est tu vois le côté pick and roll inversé de Towns. Ils en ont fait un ou deux et je me dis ça peut être un bon moyen en vrai de l'utiliser, quoi, Towns. Mais bon, et bon, pour finir, je sais pas si t'as quelque chose d'autre à rajouter, mais je trouve que des deux côtés, et ça peut faire la transition avec une autre série, mais on n'a pas, tu vois, on a attaqué le switch comme on l'attaque très classiquement avec attaque de mismatch, isolation, etc. Et je pense, notamment du côté de Boston, parce que ils ont des profils beaucoup plus pour faire ça. Mais tu vois, des ghost screens, des écrans glissés, des choses comme ça, pour un peu surprendre le switch, finalement, je trouve qu'on en a pas vu beaucoup et des deux côtés. Ouais, et je dis pas que c'est le... Vas-y.
Non, mais c'était pas forcément pour te couper, mais je pensais à haute voix et je disais qu'on en avait vu quand même un peu au début, surtout des double drag de la part de Boston, soit pour Pritchard, soit pour Tatum, et Tatum parfois qui était comme poseur du deuxième écran ou du premier ou comme porteur de balle. Et là, ça crée un peu de la confusion parce que du coup, si t'arrives à faire un double drag où c'est Towns et Brunson qui défendent les écrans, comme c'est pas le même coverage pour les deux, tu vois, tu commences à créer un peu des problèmes potentiellement un peu structurels ou au moins tu forces la défense à réfléchir un peu. Alors que si t'attaques sur un seul écran, bah c'est quand même vachement plus facile aussi de juste faire les bonnes lectures, quoi. Ouais. Clairement, c'est vrai qu'il y a des actions où les deux sont impliqués, où c'était pas mal. Et je pense que justement, si t'as Tatum, t'aurais limite plus intérêt, je pense, je trouve à cibler Brunson, quoi. Parce que le mismatch est plus grand qu'avec Towns. Et surtout, tu peux un peu, du coup, cibler Towns plus off-ball, où limite, il est encore moins bon, quoi. Ouais, ça c'est un peu une gimmick de Tatum de préférer attaquer les intérieurs sur mismatch que les extérieurs. Bon, quand ça marche, c'est plus impressionnant parce que du coup, il y a des fois où ils attaquent carrément genre Evan Mobley, tu vois, où il y a Isaiah Hartenstein. Je suis pas sûr que dans les résultats, ce soit forcément l'approche la plus efficace. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Et surtout, ça veut dire que moi, je trouve que si tu mets Derrick White ou Jrue Holiday en poseur d'écran, du coup, pour cibler Brunson, comme dit, tu peux faire beaucoup plus de choses, de ghost screen ou de tu vois, un peu les ghost flare, t'en avais parlé un peu contre Orlando ou des choses comme ça. Et bon, un peu déçu, avant de passer à autre chose, et peut-être à une attaque qui, justement, attaque les switches différemment. Comment tu le sens, le reste de la série? Ça t'a un peu inquiété ou pas forcément? Je pense que si j'avais été en France et que ça avait un impact un peu moins direct sur genre des prochaines semaines, disons, si j'avais été moins concerné, j'aurais été assez serein et j'aurais dit oui, pas de souci, ça va être 4-1 parce que la variance est parce que tout simplement, je pense pas que New York puisse faire un bien meilleur match et je pense pas que Boston puisse faire un bien pire match, mais quand t'es un peu plus proche, t'as un peu plus de mal à prendre du recul, disons. Quand c'est un peu plus, t'as un peu plus dedans, ouais, c'est un peu plus dur de prendre du recul, mais non, je pense quand même que Boston va passer. Mais Game 2, il arrive vite, c'est déjà demain. Et t'as pas envie de le perdre, hein. Surtout que Boston, ils ont tendance à avoir un sacré flair pour se foutre dans la merde à des certains moments. Notamment se retrouver à 0-3 contre Miami alors que l'équipe était genre vraiment moins forte. Donc ouais. Jamais cool de perdre le premier match et d'être derrière finalement dans la série, quoi. Ouais. Je pense quand même qu'il y a la variance du tir qui va un peu se normaliser. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite, mais je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Moi, si vous faites 25% sur la série, ça me va. Mais mine de rien, tu vois, je trouve que, comme dit, on a un peu vu les défauts de Boston aussi, quoi, sur ce match, surtout en attaque, quoi. Surtout en attaque. Et tu vois, t'as aussi des trucs où ça peut un peu tourner du côté de New York aussi, en tout cas où New York peut faire mieux, notamment le rebond. Peut-être que Mitchell Robinson, sur le hack Mitchell Robinson, il va mettre un peu plus de lancers francs, notamment les fautes de Karl Anthony Towns, peut-être qu'il va se concentrer dès le début de match et qu'il pourra jouer plus que 30 minutes. Brunson qui a même, en fait, mine de rien, je trouve raté, qui a pas été non plus en sur-réussite. Donc bon, on verra, mais ouais, pourquoi pas pourquoi pas en prendre un deuxième, quoi, ce qui serait déjà pas mal, tu vois, si au final tu retournes à 2-2 à Boston. Ouais, mais pas le prochain, quoi. T'as une série, quoi. Oui, si tu retournes à 2-0 à New York. Moi, mentalement, moi, j'ai pas, vraiment, je me suis rendu compte hier que j'étais vraiment, genre, je suis vraiment pas fait pour ça, genre, j'ai un mental de chips, mais complet.
J'étais pas bien, donc pas 0-2. Vraiment, moi je peux pas vivre ça concrètement, genre humainement, c'est de la torture. Pas contre les Knicks. Je veux bien perdre en finale de conf, mais pas avant et pas contre les Knicks, quoi. Ah non, je peux pas. J'ai une nouvelle pour toi, j'ai une autre stat à te donner. New York n'a pas encore perdu à l'extérieur en playoff cette année. Ah, voilà. Mais d'accord, vous avez joué contre Détroit. Oh, ça va, et Détroit, c'était pas des pitres, hein. C'était pas des pitres du tout, hein. C'était pas des pitres, mais Détroit, on les avait quand même en lottery team en début de saison, donc on va... c'est pas faux. C'est pas faux. Il a pas tort. Mais non, mais tu sais que par contre, en ce moment, petit aparté, et pour le coup, j'ai pas des preuves sur tout, mais pour ce match, j'ai des preuves. Donc si vous voulez, je peux vous envoyer les preuves. Mais en ce moment, soit quand je regarde en direct avant le match, soit quand je me lève, je sais pas pourquoi, j'ai le feeling de l'équipe qui va gagner. Et là, j'avais le feeling que New York allait gagner. Donc c'est con, en ce moment, tu peux pas parier sur les matchs parce qu'ils sont déjà finis. Ouais, la plupart du temps, c'est con. Quoi. Ouais, mais tu vois, le match 7, pourtant, toutes les 2 derniers jours avant, j'étais en mode, ouais, les Clippers. Et le matin, je me suis dit, non, je suis sûr que Denver est passé. Et ça s'est passé. Bon, bref. Je vais peut-être ouvrir mon cabinet de voyance. Mais, parlons de l'autre série à l'Est, qui est très cool. Et je sais pas si t'as vu le match 1. J'ai pas vu le match 1. On a eu un match très très cool entre les Cavs et les Pacers. Alors, mauvaise nouvelle. J'ai pas tout vu, en fait. J'ai pas tout vu, donc je t'invite quand même plus à nous le présenter toi que l'inverse. Bah, déjà, mauvaise nouvelle. Le match était ultra fun, mais les Cavs sont décimés et sortent décimés du match. Mobley se fait la cheville. Il pouvait même pas sprinter sur la fin de match, donc je crois qu'il va être, il est doubtful pour le match 2 de ce soir. Hunter, pareil. Garland a toujours son problème à l'orteil. Mitchell a eu un moment même mal au mollet, donc voilà. Donc en gros, le seul joueur du 5 majeur à peu près, c'est Max Strus qui est sûr d'être à 100%, je crois. Donc c'est un peu triste parce que le match 1, mais en vrai, franchement, je vous invite à le revoir ou à le voir, en tout cas, si vous l'avez pas vu, parce que c'était un pur match de basket et t'as vraiment ce côté, en fait, 2 attaques qui sont pas très proches, mais qui en tout cas misent tellement sur le mouvement que c'est super agréable et tu tombes très très peu dans l'isolation. Et bon, là aussi. Encore pire que sur le Knicks Celtics, t'as je crois Indiana qui shoot à 53%, donc pire que New York en plus sur un plus gros volume, et Cleveland qui tire à 25%, donc encore pire que Boston quoi. Et pourtant il y a un match serré, mais ce qui est intéressant je trouve, c'est justement au contraire des Celtics Knicks, c'est la qualité des tirs qui a été trouvée par Indiana et comment t'attaques le switch. Alors si ça vous intéresse, j'en ai fait un petit thread sur il y a quoi, une vingtaine de clips ou des choses comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est déjà, je pense qu'il y a 3 choses qui sont intéressantes. 3 choses, rien que ça. Les écrans glissés / ghost screen de Indiana, et que ce soit on-ball ou off-ball, mais en fait c'est un tel festival que pour la défense, c'est méga dur à suivre parce que c'est pas juste un écran glissé sur le pick and roll. C'est le poseur d'écran, il arrive avec un premier décalage, avec un premier écran, puis après il glisse l'écran et t'as vraiment un play call qui est super impressionnant et là-dessus c'est vraiment le contre-move face à Cleveland qui justement switch les écrans. Et c'est assez intéressant. Le deuxième, c'est Tyrese Haliburton face au switch, que ce soit Dean Wade où il le drive, Jarrett Allen à chaque fois il a réussi à le driver et il a eu du shot making aussi, donc ça aide pas mal, mais ça fait un peu ce qu'on attend de Tatum, c'est-à-dire ça a créé énormément de décalage. Et la troisième chose, c'est que le passing de Haliburton, je l'ai trouvé mais sensationnel sur le match.
sensationnel parce que du coup, ce que font beaucoup les Cavs, c'est que sur le côté faible, ils ont soit un big, soit Hunter. Et du coup, après l'écran, t'as du coup le premier défenseur qui était sur Haliburton qui se retrouve sur Siakam ou Turner. Et ce qu'ils veulent faire, c'est rééchanger les Cavs avec du coup le joueur, le gros ou DeAndre Hunter qui est dans le côté faible. Et du coup, ce joueur dézone énormément pour pouvoir faire le switch automatiquement. Et là-dessus, t'as Tyrese Haliburton pour trouver les skip passes ou pour trouver le joueur libre. Ça a été franchement, ça a été super impressionnant quoi de ce côté-là quoi. Bah, c'est sûr que c'est un joueur sur lequel il est difficile en réalité de parfois appliquer tes schémas un peu classiques parce que c'est pas du tout un meneur classique quoi. Quand même un meneur qui est très grand, qui trouve des angles vraiment très différents de ce que tu vois habituellement, qui a un jeu en plus qui est hyper rapide, qui est hyper fluide et qui est quand même très rapide pour sa taille quoi. Donc c'est sûr que c'est un Tyrese Haliburton, c'est pour ça que d'ailleurs il est aussi efficace en attaque sur une saison régulière, c'est parce qu'en réalité souvent il arrive un peu à prendre à défaut les constructions défensives classiques des équipes parce que c'est un joueur assez unique. Et ce qui est marrant dans cette série, c'est que tu pourrais t'attendre à un truc un peu old school parce que c'est quand même deux des équipes qui jouent le plus d'isolation entre guillemets et le plus de pick and roll, donc tu pourrais te dire on va avoir des trucs un peu classiques, mais en réalité la manière dont ils font de l'isolation et du pick and roll elle est tout à fait moderne quoi. En vrai ils font de la nouvelle confiture dans des vieux pots, je sais pas c'est ça l'expression mais ouais c'est ça ouais. C'est ça et du coup c'est un peu ce qu'ils font et la capacité, en fait le nombre de porteurs de balles différents qu'il y a sur le terrain en même temps des deux côtés, c'est déroutant. C'est ouf, hein. C'est ouf et je suis d'accord, je me faisais un peu ça de Indiana, c'est pas un mini Boston, mais pas loin quoi. Parce qu'en vrai, ils ont un 5-out et c'est plus proche du 5-out de Boston, je pense. Ouais, et ils ont il y a Turner, mais les 4 autres, c'est des porteurs de balles et en fait, tu peux tu vois Tyrese Haliburton, oui, il y a les décalages, mais en fait, il y a plein d'actions où tu veux cibler le mauvais défenseur, etc. Sam Merrill, Ty Jerome, des joueurs comme ça. Et en fait, tu passes par Nembhard, tu passes par Siakam, et tu vois, c'est assez intéressant, quoi. Ouais, après, tu vois, je suis pas sûr que... t'as Nembhard et Siakam comme haut porteurs de balles. Je suis pas sûr que Naismith ou Mathurin, je les considère comme des porteurs de balles, en vrai. Mais le niveau de jeu de Nembhard et de Siakam avec le ballon et même en vrai c'est des joueurs qui, enfin c'est rare d'avoir autant de joueurs qui savent vivre entre guillemets différemment sans ballon et avec ballon réunis sur le même terrain. Et moi où je m'attendais à ce que ça soit un peu plus compliqué, c'est en défense. Et finalement en défense ils arrivent quand même à réduire les décalages et je me demandais comment en réalité ils allaient réussir à contenir un petit peu justement ce gros volume de pick and roll et ce gros volume de cut de Cleveland. Et je sais pas si toi, pendant le match 1, t'as vu un peu des indicateurs de comment s'y était pris justement pour arrêter un peu ce mouvement avec et sans ballon du côté des Cavs. Ouais, en fait, pour le coup, je trouve Cleveland trouve vraiment des bons tirs parce que spacing, mouvement, etc. Mais il y a un truc qui est intéressant et c'est autour de Tyrese Haliburton, c'est que sur le début de match, ils le font faire du hard edge sur Mitchell. Presque parce que du blitz en gros. Ouais, pour le coup, c'est vraiment du hard edge un peu comme Bronson où tu vois, il y va, il l'arrête et dès que le joueur revient, il repart, tu vois, c'est pas il reste pas jusqu'à que Mitchell lâche la balle forcément. Il reste jusqu'à que le premier défenseur de Mitchell revienne en position. Bon, la nuance, elle est très fine, hein, je pense. Mais oui, presque du blitz. Et en fait, ce qu'ils faisaient les Cavs, c'est qu'ils utilisaient Sam Merrill, Max Strus en poseur d'écran. Et ça libère juste le pick and pop ultra simple, quoi, tu vois. Ouais. Et même, ils faisaient pas mal d'écrans glissés, justement, de ghost screen ou de choses comme ça. Et je trouve ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont switché à Haliburton et pour le coup tu vois Mitchell à un moment
il arrive à le driver parce que, tu vois, Tyrese Haliburton, il anticipe un peu trop le switch, donc Mitchell, il split le pick and roll, des petites choses comme ça. Mais globalement, je trouve que t'as concédé beaucoup moins de décalage du moment où tu faisais switcher Haliburton. Et bon, c'est le jeu, parfois il va se faire driver, et Mitchell en plus est très très fort, tu vois, il est très très incisif, je trouve, Mitchell. Et l'autre chose, c'est je trouve que les Cavs ont pour le coup vraiment un meilleur spacing quand il n'y a pas les deux bigs. Il y a un peu ce côté de sur le début de match, on laisse le pick and pop à Mobley, on laisse des petites choses comme ça pour boucher la raquette, et du coup ça crée le surnombre dans la raquette, et je pense qu'ils sont prêts à vivre avec ça. Mais ouais, dès qu'il y a plus que un intérieur, c'est intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant, pardon, je finis là-dessus, mais c'est le côté non mais c'est le côté rebond offensif où Indiana est catastrophique sur le rebond défensif, et du coup Cleveland l'attaque, mais du coup pour l'attaquer t'as envie d'avoir tes deux bigs, mais en même temps quand tu l'attaques avec tes deux bigs et que tu l'attaques agressivement, bah tu t'exposes en transition, et Indiana c'est la meilleure équipe de transition, et en même temps t'as envie du spacing, donc t'as pas envie de jouer avec les deux bigs, mais si t'as pas les deux bigs, bah tu t'exposes encore plus en transition, et du coup il y a tout un jeu là-dessus. Je crois que Cleveland fait, attends, je vérifie, 30%, 27%, 29% 28% de rebond offensif. Mais tu vois, il y a toute une bataille là-dessus qui en vrai est super intéressante aussi, quoi. Bah, il y a plein de trucs en réalité, je trouve, avec cette équipe parfois d'Indiana et avec le basket moderne, où tu te dis finalement les trucs que je pensais être problématiques, peut-être qu'ils le sont finalement moins. À quel point, tu vois, la recherche de mismatch, tu vois, ça a pas un peu ses limites concrètement, parce que même le pire défenseur restera un défenseur entre guillemets, quoi. Donc à quel point en réalité t'as vraiment envie de te faire chier entre guillemets à te battre pour éviter le switch, quitte à concéder des espaces et des tirs ouverts, quand en réalité tu peux juste genre concéder entre guillemets le switch et essayer plutôt de venir entre guillemets, tu vois, être un peu plus dans l'entre-deux. Mais j'ai quand même l'impression que le switch, arriver les moments de playoff où tu vas quand même préférer concéder des tirs contestés que de concéder des tirs ouverts, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, quoi. Et j'ai l'impression que plus les tours passent, plus t'es là en mode, bah, tu vas concéder le switch et tu vas espérer. Et en fait, le but, c'est d'avoir d'avoir la cible de switch la moins mauvaise, quoi. Et Ouais. tu vois un peu ce truc là, c'est Owen Phillips, je crois, quand on parle beaucoup, c'est l'époque de la Wink Link era, où en mode c'est pas l'équipe qui a le meilleur joueur qui gagne, c'est celle qui a le moins bon mauvais défenseur entre guillemets, quoi. Le moins pire. Le moins pire. Putain, on parle bien la France sur le Dreamcast Show, Aïe. ça fait rire. On roucoule. La langue de Molière. Ah ouais, ouais. Et Molière n'a qu'à bien se tenir. Mais non, mais c'est intéressant parce que je suis d'accord qu'en fait, il y a un peu ce calcul qu'on voit de plus en plus que, bah, en vrai, je trouve même, tu vois, tu te dis, ah, c'est un mismatch, etc. Mais c'est aussi, et tout, c'est pour ça que tout est corrélé, mais c'est tellement protégé, tu vois, que aujourd'hui par les aides, etc., que en vrai, ton mismatch, bah, beaucoup de gens sont prêts à le donner, et ça fait sens parce que une isolation, c'est très dur, quoi. C'est très très dur, et je pense que c'est aussi c'est intéressant parce que du coup t'as aussi ce côté spacing en attaque, le côté savoir bien boucher le terrain en défense, et le côté à quel point ta superstar elle peut attaquer malgré tout, tu vois, elle peut attaquer malgré tout. Et bon, ça me rappellerait presque une vidéo qu'on a fait, mais tu vois, typiquement, pour faire la transition, c'est là où j'ai été bluffé sur le premier tour par un joueur, et c'est un peu un fan's favorite, mais Anthony Edwards, sur l'attaque des mismatchs. Et on avait un peu parlé du fake switch all des Lakers, et du coup, je suis assez content parce qu'on avait dit qu'on n'y croyait pas. Mais Anthony Edwards, malgré tout, il m'a bluffé. Enfin, je sais pas si t'as encore quelque chose à dire sur Indiana Cleveland, mais sinon on peut passer à nos amis les Wolves.
Eh ben, est-ce qu'on ferait pas d'abord l'autre série où il y a déjà eu le premier match? Ah, oui. Eh ben, écoute. Ah oui, attends, juste avant, Indiana Cleveland, petit feeling. Euh... Avec les blessures, c'est dur, hein. Ouais, ça fait chier. Ça fait chier. 4-2 Indiana avec les blessures. Ouais, faut voir après. Si ça se trouve, tu vois, Mobley, il peut revenir au match 3 et Garland aussi, et ça change un peu tout. Mais ouais, et Garland changerait vraiment beaucoup de choses parce que Ty Jerome, il drop et il lui laisse le flotteur, tu vois. Donc, ouais, allez 4-3 Cleveland. Allez, moi j'y crois, j'ai trop envie de voir Cleveland en finale de conférence. Mais Indiana est une... Waouh. Ça carbure l'attaque, hein. Ton pronostic de Boston-New York, c'est quoi? C'est 4-2 Boston? Non. 4-3 Boston. 4... Oh non, un Game 7. Oh, je pense que je tombe dans les pommes. Je t'enverrai des médocs. Je t'enverrai des médocs pour le. Ça va, j'ai ma boîte d'anxiolytiques qui traîne quelque part là, mais en réalité, putain. Je t'enverrai des bonbons, tu sais, les bonbons au CBD là pour se calmer aussi. Ah bah là, c'est pas des bonbons qu'il va me falloir, mon pote. Non, mais je te jure, déjà une prolongation, j'étais en PLS, un Game 7, il y a moyen que je m'écroule du 9e étage. Après, un Game 7 à vivre dans sa vie, bon, écoute. Bah ouais, arrête, tu vas pas dire non quand même. Oh non, c'est horrible les Game 7, en vrai, c'est toujours des matchs éclatés au sol en plus. Ouais, et en parlant des Game 7, j'essaie de faire une petite Game 7, hier on a eu un Game 1, en plus c'était marrant parce que du coup, moi je rentrais du TD Garden et toi tu te réveillais, il devait être genre 6h du match et toi 5h30. Ouais, bah j'ai quasiment pas dormi cette nuit. Mais ouais, il était 6h et on discutait de à quel point Denver allait faire le comeback. Et et ça s'est fait. Non, ici on est objectif, Azad. On est objectif. Oui, merde, j'ai oublié à chaque fois. Mais du coup, en vrai, moi, j'étais content que Denver passe pour une raison. Ouais. C'est que honnêtement, je pense que les Clippers, j'avais quelques doutes sur qui passe au KC parce que c'était un peu les mêmes structures d'équipe mais un peu moins fortes pour moi. Et Denver, pour le coup, t'as vraiment un affrontement de style, tu vois, où les deux équipes, elles font pas du tout la même chose. Les forces sont complètement à l'opposé. Et on a eu un Game 1 génial, non? On a eu un Game 1 génial. Et moi, je me demande comment c'est possible qu'un mec arrive à créer autant de tirs au cercle dans un spacing, mais aussi misérable. C'est vraiment le truc qui casse les lois, entre guillemets, du spacing et de la défense, parce que ce qu'il arrive à trouver comme tir, c'est fantastique. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait face à la meilleure défense de la ligue. Et du coup, c'est une défense qui est créative, qui est collective, qui se repose pas juste sur des bons joueurs défensifs, mais sur des bons schémas. Et ça va être intéressant de voir un peu comment ils vont réagir à du coup ce premier match entre guillemets, parce que Jokic a quand même réussi à trouver des solutions. Alors il y a beaucoup de réussite, hein. Tu vois, t'as le 3 points de Gordon pour passer devant. Bon bah tu sens que le ballon, tu sais, il roule un peu dans le cercle avant de rentrer. Tu sens que le tir il est pas serein. J'ai eu tellement peur que Westbrook aille prenne son pull-up là. J'ai vu Westbrook partir, j'étais là genre, mais je me suis dit, ça se trouve ils vont même faire faute, tu vois, et se dire il mettra pas les deux. Mais non, puis le 3 points de Jokic aussi, quand il fait les faux départs à Hartenstein pour qu'il se recule juste assez pour qu'il ait la place pour son tir, c'est fantastique. Et tu vois, j'ai bien aimé, j'ai vu un mec en parler sur Twitter, le passage de Julian Strawther aussi. Je pense qu'il peut apporter pas mal dans cette équipe. Ouais, tu vois, pour casser un peu. C'est un joueur qui a quand même un peu de shooting et du toucher pour pouvoir casser un petit peu potentiellement la première barrière défensive d'OKC. Il y a une action où il split justement un petit peu un pick and roll et ça permet d'ouvrir un petit peu d'espace. Donc, elle est magnifique l'action. Hein. Ouais. Elle est.
ils vont avoir besoin de ça, clairement. Mais ouais, c'est une super série parce que il y a aucun lien entre guillemets entre les deux équipes. Et moi, ce qui me faisait peur pour Denver, c'est la défense de transition, quoi. Je me suis dit, mais ils vont se faire massacrer en transition. Et bah non, pas. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête là de défense de transition sur le match, mais l'impression visuelle a pas été trop problématique en transition. Et du coup, je pense aussi, tu vois, ils ont peut-être pas perdu tant de ballons que ça. Enfin, 17% de turnover, c'est quand même énorme, mais ça aurait pu être pire, entre guillemets. Et ouais, non, si, en défense de transition, ils sont quand même bouffés, hein. Mais le problème, c'est le truc, c'est qu'ils marquent aussi beaucoup en transition, quoi. Donc, ils compensent. En fait, c'est ça, ouais. C'est qu'ils ont répondu à la transition par encore plus de transition. Ouais, non, bah écoute, qui peut le moins peut le plus, hein. Je sais plus, c'est l'inverse peut-être, mais ouais. Et puis après, bah t'as la bataille la bataille des possessions. Est-ce qu'on avait déjà parlé qu'ils étaient friables au rebond défensif au KC? C'est marrant, ça ring a bell un petit peu dans ma tête, mais je suis pas sûr que ça a été déjà évoqué. Ouais, bah en vrai, c'est dur de pas l'évoquer, hein. C'est dur de pas l'évoquer, non, mais tu vois, et c'est là où c'est quand même vraiment un truc collectif. Et le rebond, c'est aussi un jeu de taille, entre guillemets, pas seulement de position. Et là où leur défense horizontale, disons, qui couvre beaucoup d'espace latéralement, a potentiellement des limites, c'est sur, bah, du coup, pouvoir attraper le rebond, entre guillemets, parce que du coup, là, pour le coup, t'as beau être aussi rapide que tu veux latéralement, le ballon, il arrive par en haut, quoi. Donc, il y a un moment... t'es trop petit, ouais. quoi. Non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Et il y a un côté aussi, ce qui est ouf, c'est que je trouve, la simple présence de Jokic fait que t'es une bonne équipe au rebond offensif. Pas forcément parce qu'il va prendre des tonnes de rebonds comme Steven Adams, mais parce qu'il force tellement à mettre un grand dessus, que ce soit Chet ou Hartenstein. Et tu vois, pour le coup, c'était pas mal les deux bigs en défense, mais en attaque, c'est compliqué. Donc au final, tu peux pas vraiment jouer avec les deux. Et donc, bah, quand t'as le big, tu le mets sur Jokic. Mais du coup, ça veut dire que derrière, t'as que des petits face à Aaron Gordon, Michael Porter Jr. et même parfois Jokic, bah, il drive, sauf que, bah, il prend son propre rebond parce qu'il est beaucoup plus grand et gros. Et surtout, Jokic, il attire tellement de joueurs que, bah, parfois, il prend le tir et bon, souvent, il le met parce que c'est Nikola Jokic. Mais en fait, même s'il le rate, ça te libère un peu ce côté attaquer le rebond offensif parce qu'il a une telle gravité et une gravité aussi sur les gros, quoi. C'est ça qui est assez ouf, quoi. Bah ouais, c'est là où il est unique, c'est qu'en réalité c'est plus qu'un big, quoi. Ouais, je sais pas où ça va finir sa carrière, mais comment ça va évoluer, mais je manque de superlatifs. Ouais, ah non mais c'est assez dingue. Et pour le coup, je trouve que OKC a tenté pas mal de trucs de défense, etc. Mais encore une fois, t'as ce que j'ai bien aimé du côté j'ai pas trouvé le play call incroyable, tu vois, ils ont pas fait 500 pick and roll inversés, machin, ou même, tu vois, Zubac, il l'avait mis, Jokic, il l'avait mis dans des staggers ou dans des choses comme ça. Tu vois, là, parfois, t'as un petit écran et il curl ou des choses comme ça pour cibler Hartenstein. Mais j'ai trouvé qu'en fait, quand il est Hartenstein, bah, on le met en mouvement un peu plus, ou on le fait, voilà. Quand il y a Chet Holmgren, bah, un peu plus de post-up, après, ça peut soit marcher, soit libérer le rebond, parce qu'il est beaucoup plus puissant. Et sur le pick and pop, si vous faites du late switch, bah, Lugensdort et Caruso, bah, on va vous manger tout cru, quoi. Enfin, il les a mangés tout cru, quoi, pour le coup, sur le match 1. Et du coup, t'as ce côté où qu'est-ce que tu fais? T'essayes d'autres couvertures, mais y a pas grand chose qui marche sur le côté scoring de Jokic, mais malgré tout, bah, ils l'ont moins fait jouer de post-up quand même sur la deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Et c'est vrai qu'en fait, bah, je crois que c'est lui le meilleur driver de NBA, quoi.
parce qu'en fait, une fois qu'il arrive dans la raquette, une fois qu'il fait sa feinte de shoot et qu'Hartenstein il donne ses appuis, une fois qu'il a pris ne serait-ce qu'un tout petit angle pour passer avec ses pieds, mais après, c'est terminado. Tu peux envoyer autant d'aide au panier que tu veux, mais tu peux pas le contrer. Mais parfois ils sont 4, hein. Parfois ils sont 4 sur lui, et lui, flotteur, au-dessus de tout le monde, quoi. Ouais, non, franchement, il est désespérant. Après, tu dis, bon, est-ce qu'il y a pas un moyen de l'attaquer et de le foutre dans l'espace et de pouvoir un peu le faire bouger? Et c'est là où le problème d'OKC c'est qu'il va pas devoir couvrir tant d'espace que ça, quoi. Finalement. Ouais. Mais, tu vois, mine de rien, je pense, le truc à faire, c'est encore moins respecter le spacing de Denver, je pense. Et, tu vois, en fait, l'empêcher justement de prendre ses premiers pas avec des stunts encore plus agressifs, quoi. Encore plus agressifs. Tu vois, c'est un peu le seul truc que je vois. J'ai une ou deux possessions où tu vois, il y a Dort qui vient vraiment l'empêcher de driver avant même qu'il entre dans le nail de la raquette. Et c'est pas grave, tu vois, on laisse le 3 points à Westbrook. C'est là où les Clippers ont perdu aussi, parce que Westbrook a mis ses tirs. Mais tu vois, je pense qu'en vrai, c'est le seul truc que tu peux faire, quoi. Bah ouais, mais va falloir essayer, parce que dans tous les cas ils sont déjà derrière. Et bon, après il y a aussi des matchs où je pense pas que Denver, j'ai l'impression, je veux dire, Denver, j'ai l'impression qu'ils ont fait un match parfait, et tu regardes les chiffres, t'es là genre non, finalement. Ouais. Après ils ont peut-être fait le match parfait sur la défense de demi-terrain. Est-ce qu'ils pourront le reproduire? Mais d'un autre côté, leur attaque de demi-terrain était dégueulasse, donc c'était, je pense qu'on a un peu le biais, de résultat quand même avec ce match. On a énormément de biais de résultats, parce que tu vois, genre le match 2 minutes avant la fin, en réalité, s'il n'y a pas des actions héroïques, ça se trouve il y a 10 ou 15 points d'écart, tu vois, et puis c'est réglé, et puis on n'en parle plus, quoi, et on se dit, ah ouais, Denver ils sont pas loin, mais il leur manque un truc, tu vois. Du coup, oui, c'est sûr qu'on a le biais. Je suis totalement d'accord. On est très, très biaisé par ce qui vient de se passer. Et tu vois, parce que mine de rien, OKC a réussi à provoquer beaucoup de transitions aussi. Et en attaque, bon, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, l'attaque de Denver face à OKC. Malgré le biais du résultat, tout ça, machin, l'attaque de demi-terrain d'OKC, elle était vraiment pas bonne, je trouve. Et les moments où ça rentre un peu, c'est beaucoup de shot making de Shai Gilgeous-Alexander, ou même parfois de Chet Holmgren. Mais finalement, moi je trouve que, franchement, je serais déçu si Mark Daigneault il refait la même série qu'il a fait l'an passé, c'est-à-dire qu'il garde Luguentz-Dort toujours et Caruso, etc. Je pense que là, faut que tu tentes faut le tenter, quoi, le spacing. Tu sais que les Nuggets, ils vont faire comme aux Clippers, ils vont être ultra agressifs sur les drives, et Shai, il a quasiment jamais drivé. En vrai, faut jouer tes cartes, quoi. Faut jouer tes cartes, je pense. Et un peu déçu de l'attaque d'OKC, je dois bien l'avouer. Bah ouais, après je pense qu'il y a du potentiel aussi, et je pense que tu vois, s'ils arrivent à ajouter un petit peu de, soit à les jouer, quitte à jouer sans spacing, à jouer vraiment très grand, mais je suis pas sûr que ce soit la bataille que tu as envie de mener face à Denver, soit à l'inverse, essayer de leur, quitte à perdre un peu de ta super défense, avoir plus de shooting, quoi. Avoir plus de shooting, quitte à tenter même du 5-out, hein. Est-ce qu'ils ont de quoi faire? Ouais. Avec Chet en 5, du coup? Chet, Jalen, Joe, Wiggins, SGA. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que là, tu perds beaucoup, tu vois, je pense, en playmaking défensif, hein. Ouais, mais bon, à quel point t'en perds beaucoup en playmaking défensif, mais ça va, tu vois, genre, t'as pas, je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas dumb and dumber en défense, quoi, genre, Aaron Wiggins, Chet et Jalen Williams, ça quand même apporte des choses. Je pense que même Isaiah Joe, pas en défense individuelle, mais collectivement, il peut t'apporter un peu de playmaking défensif. Et ce que tu vas perdre en transition et perdre en défense,
sur demi-terrain, tu vas quand même être bien mieux équipé pour foutre Jokic un petit peu en mouvement, quoi. Et le but, c'est peut-être d'avoir des moments où tu as ce 5-là pour pouvoir justement faire déjouer Jokic, potentiellement lui faire avoir des fautes. Et les moments où il n'y a pas... En fait, je pense que les moments où il n'y a pas Jokic, tu peux aller jouer avec ta taille, entre guillemets, et jouer ton jeu habituel. Et les moments où il y a Jokic, il faut peut-être avoir une approche un peu plus space and pace et avoir peut-être un peu moins de playmaking défensif, quitte à même concéder plus de points en défense, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. Non, mais ça, j'en sais rien. Moi, non, mais ça, c'est... Ça se saurait, mais je sais pas. Ça pourrait être une approche. Tu vois, pour moi, ils l'ont un peu fait, mais... Et justement, c'est là où ça avait... Enfin bref. En plus, les Clippers l'avaient fait au match 6, et ils l'ont pas fait au match 7. Mais je trouve que ils devraient surtout faire ça sur les minutes sans Jokic, quoi. Parce que sur les minutes sans Jokic, du coup, tu peux te permettre un peu d'avoir cette latitude défensive. Ouais. Bah, vu que l'attaque de Denver, en gros, si Jamal Murray met pas tous ses tirs comme sur le match combien? C'est le match 5. L'attaque sans Jokic, c'est pas très bien. Et du coup, t'en profites pour appuyer de l'autre côté, tu vois. Mais là, ils l'ont un peu fait, mais tu vois, sur les minutes sans Jokic, ils créent aussi beaucoup de pertes de balles. Et c'est comme ça qu'ils font le run, mais je crois que dans le 5, à ce moment-là, il y a Caruso et Hartenstein, donc finalement, t'as même pas vraiment un 5-out, quoi. Mais ouais, je sais pas. Et je me dis aussi, tu vois, peut-être un peu plus de mouvement d'OKC. J'ai trouvé que c'était pas forcément... tu vois, genre, par exemple, sur la dernière série, moi, j'ai trouvé que les Warriors, parfois, ce qui a manqué, c'est les joueurs, mais il y a toujours le play call. Enfin, en tout cas, toujours le fond de jeu, pas forcément le play call et Steve Kerr qui appelle le système, etc. Mais il y a toujours le fond de jeu. Bon, parfois, t'as 3 non-shooters et tu te fais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a toujours le fond de jeu. Et je trouve qu'à OKC, parfois, il y a les joueurs, mais il n'y a pas tout le temps le fond de jeu et tu tombes un peu dans le piège de faire un pick and roll central et il y a le stunt, je libère dans l'aile, sauf que dans l'aile c'est qui? C'est Luguensdort, et Luguensdort, la défense elle est ok de lui laisser les tirs, et tu vois, en fait tu rentres dans le jeu de la défense aussi, quoi. Ouais, non, ça va être une série qui va être drôlement intéressante à suivre. Mais du coup je te demande pas qui tu pronostiques. Denver en 6. Ok. Et toi? Je pense qu'on a un peu trop le biais du résultat, mais je pense que Denver va tellement dominer au rebond que c'est dur. Moi je suis d'humeur à mettre des matchs 7 partout aujourd'hui. Ouais, mais d'accord, mais si on fait des matchs 7, on fait pas de pronostic alors. Non mais attends, j'ai pronostiqué Cavs en 7 et Celtics en 7. Et donc là, je vais dire Denver... Non, allez, OKC en 7. Allez, OKC en 7. Allez, je reste sur mes positions. Hein? J'ai dit trompette. Faire que des matchs en 7, c'est pas faire des pronos, c'est trop facile de dire en 7. Ça va, tu dis en 6, c'est pas non plus... Bah oui. Voilà quoi. Et dire en 7 sur... Moi, regarde, toi tu paries sur l'équipe qui mène déjà 1-0. Moi je parie sur l'équipe qui est menée 1-0. Mais c'est tellement petit. Je parie contre le meilleur net rating de l'histoire, moi monsieur. En 6. En 6, oui, moi je parie contre le GOAT offensif. Tu te rends compte de ça? Est-ce que c'est juste le GOAT offensif? Aïe aïe aïe. C'est un autre débat. Un autre débat. Les gros stakes. Mais tu vois, sa défense en vrai sur les playoffs, bref. Elle est pas si dégueu, hein. Mais, moi, ce qui me ferait plaisir, voilà, j'annonce la couleur, c'est d'avoir, Jokic face à, Jokic face à Stephen Curry. Et du coup, je te laisse, est-ce que Stephen Curry peut
aller en finale de conférence, ou est-ce que ce sera Anthony Edwards et les Timberwolves? Alors, ce qui est intéressant un petit peu dans cette série, c'est que on a pour le coup, il y a une équipe sur laquelle on a peut-être plus de certitude que d'autres dû au premier tour. Parce que les Warriors, au premier tour, ils ont joué contre une très bonne défense déjà. Donc, je pense que, tu vois, tu vas arriver devant la match-up, entre guillemets, t'es les Warriors, tu vois les Wolves, tu dis, globalement, tu sais déjà à peu près ce que les Warriors vont essayer de mettre en place, du coup, pour passer un petit peu outre ce que les Wolves vont faire, parce que on l'a déjà vu contre les Rockets, et entre guillemets, les schémas qu'on a vus chez les Warriors pourraient être potentiellement les mêmes qu'on a vu du coup, qu'on a vu au premier tour. Donc, c'est là où c'est peut-être assez intéressant de voir à quel point ils arriveront à répliquer, et aussi à quel point les Wolves vont essayer de répliquer les schémas des Rockets qui ont fonctionné. Parce que du coup, tu vois, les Wolves, premier tour, il y a peut-être quand même plus une recherche de spacing et de 5-out pour attaquer la mauvaise défense des Lakers. Est-ce que du coup, deuxième tour, les Wolves ils vont plutôt se dire, cette fois ça va être plus intéressant de jouer avec de la taille pour reproduire un petit peu, justement, le modèle Rockets, quitte à avoir un peu moins de spacing, mais ils auront toujours plus de spacing que les Rockets. En même temps, c'est pas très compliqué. Et en plus de ça, ils ont un peu plus de talent au scoring. Donc je me dis, t'arrives dans la série, du côté Warriors, t'as un peu plus de moyens de te projeter sur potentiellement qu'est-ce que tu vas affronter, et aussi du coup pour les Wolves, qu'est-ce qu'on pourrait faire défensivement un petit peu pour contrer ça. À l'inverse, moi ma question ça va plutôt être, est-ce que l'attaque des Wolves, qui avait l'air flamboyante au premier tour, va pouvoir continuer à bien fonctionner justement un petit peu une fois arrivé contre les Warriors. Parce que du coup, c'est vrai que les Warriors, mine de rien, c'est quand même une des... On va pas dire la meilleure défense, parce que si on va finir par le dire pour toutes les équipes, mais c'est quand même une des défenses qui te force en tout cas le plus à faire ce que t'as pas envie de faire, voilà, disons, pour les Warriors, et qui te retire un petit peu justement cet accès au cercle-là. Et c'est vrai que moi, mon problème avec les Wolves, et pourquoi je pariais, entre guillemets, contre eux, c'est parce que je crois pas trop à leur spacing. Et du coup... Et même après le premier tour, t'y crois pas? Le problème, c'est que après le premier tour, ils ont joué contre une équipe qui avait quand même des grosses... Oui. Limitations. Qui n'avait pas de protection de cercle. Qui n'avait pas de protection de cercle et qui a très mal défendu le premier rideau en plus, quoi. Franchement, ils étaient pas terribles en premier rideau. On va pas commencer à tomber sur les mecs qui étaient en aide au cercle. Mais en plus, il y a des mecs qui ont 40 ans et qui font les aides au cercle que pour les caméras. Donc, c'est-à-dire pas tout le temps. Et ça a quand même pas beaucoup fonctionné aussi, la protection de cercle de ce côté-là de manière structurelle. Donc, je suis pas rassuré. Et c'est pour ça que moi, mon plus gros point d'interrogation, c'est plutôt l'attaque, entre guillemets, des Wolves face à la défense des Warriors, alors que je pense que le reste de la match-up il y a un peu plus de certitude entre guillemets, et je me dis à quel point aussi potentiellement les Rockets ils vont pas jouer un autre jeu complet et vraiment aller jouer la bataille des possessions. En fait, je pense les que Wolves, tu veux dire? Ouais, mais en fait c'est pour ça. Je pense que les Wolves ils peuvent reproduire un petit peu des schémas des Rockets. Ouais. Avec plus de talent. Ok. En attaque, tu veux dire? Et en défense aussi. Mais sauf que, tu vois, en fait... en défense, la défense de Houston, c'était quand même un délire. Mais... C'était un délire, mais c'était les schémas qui étaient délirants. C'est-à-dire que les joueurs... C'est vrai. Fred VanVleet et Jalen Green... Attends, tu viens de vomir là, en live? Non, j'ai pas vomi, mais j'étais là genre... Voilà quoi, c'est pas... tu vois? Alors que le truc de, tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas Mike Conley et DiVincenzo, mais c'est pas non plus à des lumières de ça, disons. Et t'as Anthony Edwards, t'as Julius Randle, donc c'est vrai que l'effectif est peut-être moins taillé défensivement, mais à la place de Sengun, t'as Gobert, donc tu peux quand même garder une structure défensive qui fonctionne si tu récupères les schémas.
Et à l'inverse, offensivement, tu perds moins. Ça te coûte... En fait, si tu veux, ça te coûte moins cher aux Wolves d'être bon en défense, en attaque. Qu'aux Rockets. Ouais, que ça a coûté aux Rockets. Ils n'avaient pas les moyens d'être bons en attaque. C'est ça un peu les Rockets. C'est-à-dire qu'ils pouvaient vendre, enfin ils pouvaient faire ce qu'ils priaient, qui voulaient. Ouais, non mais c'est vrai. Une attaque impossible quoi. Mais alors que les Rockets ont un peu les moyens de faire les deux. Mais à quel point ils ont les moyens de faire les deux face à cette bonne défense quand même des Warriors. Ouais. Et il y a un truc que je me demande sur l'attaque des Warriors. Mais en vrai, c'est ouf parce que c'est pour ça que Curry est génial aussi. C'est est-ce que tu vois, je me rappelle de matchs de régulière où en fait Gobert il drop face à Curry, tu vois. Donc je me demande si tu vois ça au final que Houston n'a pas fait parce qu'ils ont pas Gobert qui est à ce point génial en protection de cercle. Mais tu vois le duo McDaniels Gobert, je me demande s'ils vont pas le tenter à un moment dans la série aussi. Mais en attaque, je suis d'accord. Et il y a un truc aussi pour moi qui peut être intéressant. C'est qui peut être intéressant, qui peut être clé parce que je suis quasi sûr qu'ils vont le refaire. Mais les Lakers ont quasiment pas joué de zone, ou quand ils jouaient une zone, c'était pas très bien fait. Mais en vrai, c'était pas vraiment une zone. Je trouve c'était plus on bouchait le terrain, même si c'était pas super bien fait non plus. Mais tu vois, les Warriors, et on en a parlé, et du coup je m'étais trompé dans mes débriefs où je disais que c'était une zone 2-3 et en fait non, je disais que c'était une 1-3-1 et en fait c'est une 2-3 tandem, c'est ça? Aïe, c'est vrai que t'as regardé la vidéo du coup. Ouais, parce que moi je savais pas. Mais moi non plus, et j'ai vu c'est alors je crois du coup on peut dire ça, mais c'est Joe Viraille ou Vaire ou je sais pas comment. Vaire, j'en sais rien. Mais du coup, qui t'a expliqué que c'est une zone 2-3 tandem, c'est ça? En gros, il fait un tweet et il dit ce que Steph Van Gundy appelle un mix entre une 2-3 et une 1-3-1. En réalité, ça s'appelle une zone 2-3 tandem. Et lui, vu qu'il fait souvent des décortiquages, des analyses tactiques, voilà, on va appeler ça comme ça. Je lui ai dit, ah ouais, t'as fait un article dessus pour expliquer, parce que je lui ai dit, franchement, je sais pas ce que c'est un tandem. Enfin, je sais ce que c'est un tandem. Je sais ce que c'est une zone 2-3. Mais un 2-3 tandem, j'ai un peu du mal à me projeter. Et il m'a envoyé vers une vidéo d'un coach, je crois, d'un autre coach, du coup, dans des divisions inférieures, qui a fait une vidéo là-dessus. Et, donc, non, c'est intéressant. Mais, ouais, en fait, ils appellent ça un 2-3, c'est parce qu'en fait, il y a le mec de la zone du milieu, il peut monter, en fait. Donc, si tu vois le nom que ça, en réalité, on s'en fiche. Voilà, c'est plutôt l'impact que ça peut avoir et la structure que ça prend. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très chorégraphique la manière dont les Warriors défendent avec justement ce tandem qui monte et qui descend selon où se positionne le ballon. Et je pense que le passing de Anthony Edwards va être peut-être passé au révélateur sur cette série, quoi. Et je pense que moi, il y a un truc que j'attends vraiment, c'est, je pense que même si à Butler, ils vont switcher parce que voilà, on l'a dit, on switch beaucoup. Et Anthony Edwards, là où il a été ouf, je trouve, c'est que il a pris des pull-ups parfois, mais aussi parce que du coup, il y avait le mismatch au rebond et c'était pas si grave de prendre le pull-up à ce moment-là. Mais je trouve qu'il a quand même beaucoup drivé, tu vois, sur la série. Et bon, Jackson Hayes, LeBron James, Luka Doncic, Austin Reeves, pas terrible. Là, il y a Draymond Green et Jimmy Butler qui sont Jimmy Butler peut-être pas, mais Draymond Green qui est, je pense, assez facilement le meilleur défenseur positionnel, tu vois, pour empêcher les drives, etc., quoi. Et ça, je pense qu'ils vont switcher et il y aura Podziemski parfois, etc., sur lui et il va réussir à driver. Mais waouh, Anthony Edwards qui drive face à Draymond Green en aide, ça va être assez génial, quoi. Ça va être assez génial. Et ouais, il y a un truc, ouais, je crois que t'en as parlé, mais je me demande aussi quand Gobert est là, ils peuvent pas un peu refaire en défense la zone qu'avait fait Houston de en gros tout le monde bouge sauf le gars au centre, quoi. Et c'est pareil, c'est très chorégraphique et en fait c'est pas tant un joueur sur la baseline, mais c'est en gros les joueurs qui sont
à l'opposé, donc qui forment les diagonales du terrain, qui bougent ensemble en fait. Et t'as un peu ce côté ballet aussi qui est très chorégraphique. Et tu gardes Steven Adams partout, tout le temps sous le cercle. Oui. Et ça va être intéressant parce que... Et tu le protèges aussi, tu le protèges des isolations, des mismatchs, des potentiels aussi. Ouais, exactement, parce que Gobert, c'est c'est sans doute encore meilleur que Steven Adams sur cet aspect. Et je trouve que quand même les Warriors, bon, il y a Buddy Bucket qui peut un peu sauver la mise parfois, mais parfois le spacing aussi, le spacing des Warriors, il est pas tout le temps parfait, quoi. Bah, s'il était bon, le spacing des Warriors, ils auraient pas galéré en 7 contre les Rockets. C'est pas faux. C'est pas faux, mais tu vois, je trouve que ce qui est curieux, c'est que quasiment sur leurs 4 victoires, c'est précisément là où le spacing est bon, quoi. Ouais, mais le spacing, il est aussi bon. Tu vois, le Game 7, le spacing, il est bon. Ah, le spacing, il est pas incroyable. C'est Buddy Hield qui rentre ses tirs parce que je trouve que c'est plus... Tu vois, Curry et Butler, ils ont une telle gravité que du coup, tu vas avoir des pochettes de tirs. Le problème, c'est qu'à part Buddy Hield, il n'y a pas un mec qui est capable de mettre 3 points sur un match, quoi. Podziemski, Oui, comme ça. Mais tu vois, tu passes sur tous les matchs. Oui. Et Moses Moody qui a redisparu. Bah, ouais, mais ils ont fait jouer Kuminga au match 7. Oh, j'étais noir de colère. Allez voir. Allez voir la vidéo d'Azad sur le match 7. Juste la partie sur Kuminga, elle vaut le détour. Je vous jure, vous ne regretterez pas. Mais non, mais tu vois, je sais pas. Et je me demande aussi à quel point si ça triche un peu avec les match-up. Tu vois, ce que j'ai un peu aimé à Golden State, même s'ils l'ont pas trop fait, c'est que dès qu'on essayait de casser Şengün et qu'il y avait pas la zone, bah en fait on appelait le pick and pop, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai pas trop compris pourquoi il y a eu autant de Gary Payton à certains moments, puisque de toute façon en défense il faisait de la zone où il switchait, donc l'impact de Gary Payton n'était pas non plus immense. Et en attaque, quand t'as Podziemski ou Moses Moody, t'as quand même un pick and pop beaucoup plus intéressant qu'avec Gary Payton, quoi. Ah ouais. Mais oui, moi je suis très fan de Moody, et puis Moody, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté un peu romantique, genre il essaye des trucs, t'es là genre mais frérot, qu'est-ce que tu fais, quoi. Mais il y a quand même un peu plus de synergie collective que avec Kuminga, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, putain, il prend des pull-ups à 3 points en transition au-dessus de Steven Adams, ça touche pas l'arceau. Un carton d'après, il y a un 3 points ouverts et il touche pas le cercle, quoi. T'es là, genre, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il a essayé de faire un dunk au-dessus de Steven Adams. J'ai cru qu'il a voulu le renvoyer en Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a des fois, il fait des finitions au cercle toutes timides. T'es là, genre, franchement, trouve une ligne directive. Mais bon, on sait pas sur quel pied danser avec Moody. C'est difficile. Tu vois, est-ce que Moody aussi, c'était pas, finalement, c'est pas le meilleur profil qu'ils ont pour Anthony Edwards? Dans le sens où, tu vois, Fred VanVleet, bah, je comprends aussi, Gary Payton, ça reste quand même un profil un peu parfait pour Fred VanVleet. Mais tu vois, là, Anthony Edwards, je pense qu'il est trop petit, Gary Payton, et je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de Gary Payton. Podziemski, il est bien meilleur off-ball en vrai, et je trouve assez génial off-ball, mais on-ball c'est pas parfait, et il est pas assez puissant, etc. Et là, tu vois, Moody, c'est un peu le bon équilibre avec Butler aussi, quoi. Mais ça peut être intéressant. Enfin, ça va être intéressant. Le match 1 est ce soir. Je sais pas si j'arriverai à poster ça ce soir ou pas. Mais bon, peut-être que vous avez déjà le résultat du match 1, quoi. Qu'est-ce que tu vois sur les Timberwolves Warriors? Une demi-finale de conférence entre le 6e et le 7e. Ouais, c'est ouf, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu nous vois? Qu'est-ce que tu nous cuisines? Qu'est-ce que tu nous cookes? Ah putain, c'est terrible. Je pense que... Oh là là. En vrai, je fais pas confiance à l'attaque des Wolves face à la défense des Warriors. Ok. Donc je vais mettre les Warriors. Ouais. Et je vais mettre les Warriors en 6 parce que je suis pas un lâche qui fait des pronos en 7. Voilà. On a le même. Je pense que Warriors en 6. Allez.
mais on va Warriors avoir in Nuggets six. Warriors en finale de conf. Oh Non, là mais là, la mec. banane. Jokic Curry, ce serait dingue. Oh là 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 là. Et de l'autre côté, on va avoir Indiana New York. Putain, l'enfer quoi. Ouais, bah, parfait. Et après quoi? Finale New York Denver. Et pour le coup, c'est le match-up parfait pour New York. Et New York champion, quoi. Et New York champion. Exactement. Mais voilà, elle est belle l'histoire finalement. Ah, l'histoire, elle serait belle. Hein. L'histoire, elle serait belle. Elle est super. De toute façon, est-ce que notre bracket, il est flingué. Le bracket qu'on avait fait en preview de playoff, là, il est terminé. On avait prévu quoi? On avait prévu une finale Celtics Clippers. Ouais, bah on avait, ouais. Moi je pense j'aurais fait, on avait Warriors Clippers en finale de conf. Ouais. Si j'avais choisi, je pense j'aurais peut-être mis les Warriors en finale. Mais ouais, c'est foutu quoi. On avait éliminé Denver. On avait éliminé Denver et on avait gardé les Celtics aussi qui vont être éliminés. Et les Lakers, on avait gardé les Lakers. Mais oui, pourquoi on a gardé les Lakers? Pourquoi? En plus, on n'y croyait pas. En plus, c'est ça qui est fou. Les Lakers, on était là. Ouais, pas top les Lakers quand même. Mais on croyait encore moins aux Wolves. Ouais, comme quoi. Mais écoute, est-ce que t'as une dernière chose à rajouter? Bah écoute, bon match à tous. On va essayer de continuer à faire des vidéos sur YouTube, sur les internets, à se battre avec la NBA et YouTube qui veut nous... Voilà, et qui veut nous mettre des bâtons dans les roues et que ça nous ralentit de ouf et que des fois je pète ma tête à vouloir corriger les trucs. Ouais. Et voilà. Envoyer des messages d'amour à Azad pour pas qu'il arrête les vidéos. C'est important. Tous les 2 jours, je passe à 2 doigts de retourner. Juste arrêter quoi, tout simplement. Mais bon, allez. Merci à toi. Hein. Merci à toi du soutien. Merci aux auditeurs qui sont arrivés jusqu'au bout. N'hésitez pas du coup à aller mettre sur Twitter ou quoi dans les commentaires YouTube vos pronostics à vous. Et puis nous, on va essayer de faire des cortiges ça me régale, ça. Tactiques. Je sais pas comment on va s'organiser, mais on va essayer de faire le plus de matchs possible. Hein. Ouais, ben, c'est vrai que là, il y a encore un peu 2 matchs par jour, c'est un petit peu compliqué de tout faire et c'est chiant parce que les matchs sont super cool, tu vois. Ouais, c'est dur. Mais c'est avec l'organisation même horaire, tu vois, c'est chaud d'arriver à sortir des trucs avant 18h, tu vois, pour moi. Toi, ça te fait lever hyper tôt pour sortir des trucs à midi, enfin ouais. C'est une organe malgré tout. Non, mais d'être mais on kiffe. Du spectacle, c'est quand même, hein, pensez que c'est du boulot, hein. C'est du boulot, mais il y a le café et il y a du kiff. Il y a du kiff. Franchement, en vrai, quand on voit les retours, tu vois, c'est quand même absolument génial. Et ouais, moi, ça me régale. Parfois, je poste un truc en commentaire avec c'est quoi votre prono, tu vois, typiquement sur le match 7, sur l'analyse du match 6, j'avais mis qui passe entre Rockets et Warriors. Et je crois qu'il y avait eu 10-12 commentaires et il y avait 80% de Rockets. Donc ça me fait bien rire, ça me fait bien rire qu'on se plante tous ensemble. Et puis voilà, continuons à nous planter tous ensemble. Oui. Et on est là pour se planter. Hein. Si on était bon, on serait pas là. Exactement. Bah, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. C'est déjà pas mal. Exactement. Et je sais pas ce que ce sera le prochain. Est-ce que tu sais, Azad, ce que ce sera le prochain? Un épisode. Il faut que j'envoie un message à FD. Je le fais tout de suite. Ouais. Je le fais en direct, là, maintenant, tout de suite. Garanti, j'envoie un message à FD. Voilà, spoiler pour ceux qui sont à la fin, on doit faire Cooper Flag avec FD. Voilà. Donc voilà. Et si vous nous écoutez en podcast, du coup, vous savez que en fait, ça sert à rien ce que je dis. Parce que non, si vous nous écoutez sur YouTube, voilà, et que vous aimez les profils de draft, on les sortira tous au moment de la draft sur YouTube, mais ils sont disponibles sur les plateformes. Donc voilà, il y a Colin Murray Boys. Peut-être que le prochain ce sera aussi je ne sais pas. Peut-être qu'on fera Noah Penda et qu'on inversera les rôles et ce sera magnifique. Mais voilà. Merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas ce que sera la suite, mais on se retrouvera forcément
pour débriefer au moins le Knicks Celtics. Je sais pas si t'as vu, il y a quelqu'un qui a proposé de le faire en live. T'en penses quoi de cette idée? De faire Ah, FD m'a proposé vendredi après-midi. Ok. De faire en live. Tu vois, à chaud, quand moi je me réveille et que toi t'es pas couché, on fait le Knicks Celtics. On peut tenter. Faut que tu le vois d'ailleurs. Faut que tu le regardes en direct. En fait, c'est plus chiant pour toi parce que moi je serais réveillé, mais. Ouais. On peut se dire, s'il y a un match 7, on fait ça. Allez. Puis parce qu'il faut qu'on s'organise à comment on fait un live. On sait pas faire un live, nous. Ah ouais. Bon. S'il y a un match 7, on essayera de faire un live. On essayera. Ouais. Bon, on pourrait peut-être essayer de faire un truc YouTube, je sais pas. Peut-être sans visuel, vraiment à l'arrache, en mode genre juste on se pointe et on parle. Et tu pleures, ou je pleure, et l'autre se marre, c'est ça? C'est ça, parce que c'est surtout que ça va me coûter. Ça va falloir que je prenne des billets d'avion s'ils perdent, quoi, finalement. C'est vrai. Mais bon. Bon. On a assez discuté. Ouais. La Ligue des Champions va commencer, Azad, en plus. Ah merde, Donc, déjà Oh, mais oui. d'ailleurs, Manchester United, ils vont être en Ligue des Champions l'année prochaine. Allez, c'est bon. On coupe le podcast, là, on en a marre. On commence S'il y à a des parler fans, s'il y a des fans de l'OL, et bah franchement, il faudra travailler vos prolongations. T'es imbuvable. Oh là là, t'es imbuvable. Rappelons que le club le plus titré d'Angleterre, c'est Liverpool, 20e Non. Première Ligue, 6 Ligues des Champions. C'est l'égalité. Si. Non, oui, mais en tout, Attends. c'est, voilà. Combien de Ligues des Champions, Manchester? Ça compte, et la Ligue des Champions, ça compte Bah, pas. oui. Qu'est-ce qu'on compte les FA Cup maintenant, c'est ça? Les Mais non, on Coca-Cola compte Cup. combien il y a de première ligue? Il y a 20 partout, c'est tout. 20 partout et 6 Ligues des Champions. Les Mais c'est quoi compétitions le qui rapport, comptent. genre tu comptes pas genre les patates et les choux en même temps, chacun dans son panier. Mais on dit le plus grand club. Le plus grand club d'Angleterre. Ah bah non, Bah. les plus grands clubs d'Angleterre en termes Les- de rayonnement, c'est Manchester United. Oh la discussion de comptoir. Bon, Répondez en commentaire, mettez en commentaire. Mais il y a plus personne qui est fan de United maintenant, c'est un truc de boomer d'être fan de United. eh oui. Tu sais, il y a plus Ruud van Nistelrooy, c'est du passé maintenant, Azat. Hein. Bon, allez, on rend l'antenne. Des bisous et à très bientôt. Ciao. Ciao.